Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensen le scribe de sang, et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo épisode 3 de présentation du format, et je vais faire aussi une petite vidéo tuto, donc pour savoir, parce que plein de gens m'ont dit oui mais on sait pas comment installer tout ce truc et arriver sur cette magnifique table, donc je vais vous montrer comment on fait. Pas dans cette vidéo évidemment, et là on présente les decks, on s'était arrêté la dernière fois avec Great Balance. Donc je profite aussi de l'occasion pour vous dire que la chaîne a été mise en pause parce que j'avais beaucoup de trucs à faire dans ma vie personnelle, notamment gagner des compétitions de kendo, j'en ai gagné une, j'en ai perdu une, voilà bon c'est comme ça, mais du coup beaucoup de trucs aussi à côté, et du coup j'avais plus de micro, donc là j'ai changé de micro, donc celui-là j'espère qu'il est très beau et suave, donc désolé si les petits tests sont sur cette vidéo, si le son est pas ouf. J'ai pas de retour pour l'instant. Je vais remontage s'il faut que je baisse un peu ou quoi, mais bon. Nous revoilà. Et du coup, la vidéo des analyses de 12 Kawa me prend un temps fou de montage. Parce que déjà, je suis nul en montage. Et de deux, c'est long à monter une vidéo de 45 minutes. Ça sera plus court que prévu, donc ça c'est cool. Ça va faire 45 minutes d'analyse de texte pour quasiment un texte énorme qu'on pourra retrouver sur le serveur Discord. Donc ça, c'est cool. Donc ça arrive. Je profite de cette occasion parce que je sais que cette vidéo, elle va sortir avant tous les Slaves of Spire et tout. Et voilà. Donc ça, c'est pour ça que la raison du fait que il y a plus de vidéos sur la chaîne pendant quelques temps. Hein, je rappelle, c'est pas une chaîne pro. Ça se voit à la qualité du bordel et tout. Bref, on se retrouve ici sur Tabletop et j'ai une grande nouvelle. Parce que comme j'avais un peu de temps, que j'ai eu quand même un peu des vacances, bon, j'ai passé à faire du montage et faire des projets pro et à m'entraîner comme un connard, mais j'ai quand même eu le temps pour me détendre de faire des petites cartes, donc notamment d'ajouter toute la mécanique tribale, parce qu'il y aurait une mécanique tribale avec les Bloods, et ce sera pas une mécanique tribale comme d'habitude. C'est genre je vous présenterai ça après, mais en gros, c'est une chaîne alimentaire. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous montrerai peut-être un jour. Donc, le format, il est à 1100 cartes pour l'instant, et j'ai modifié Flash ajouté 333 cartes. Les modifs, donc il va y avoir un gros patch, donc tout ça va sûrement changer, il y aura sûrement pas les mêmes terrains et tout ça, bref. Mais bon, c'est important que ces vidéos-là vont vous donner une idée du format, après les decks vont s'améliorer au fur et à mesure, et puis comme je vous ai dit, il n'y a pas tous les decks là, il y a que ceux que j'ai découverts et que des collègues ont découvert. Mais il n'y a pas tout, genre je suis sûr qu'il y a plein de terrains qui restent et qui sont très forts. Donc on repart direct, avec un deck terriblement fort, je trouve, mais qui est en silver, parce que vous allez voir sa version splash green est bien mieux. Donc, on va aller regarder direct Goose Blood Energy. Alors, c'est quoi ce deck ? Il est basé sur la terrible Goose, que je vous avais présenté, une carte qui parle, qui est forte du cul, qui dit pour 3 énergies dépensées, vous gagnez... alors, c'est la vieille version. Maintenant, elle dit que vous gagnez un token Blood. Dans les règles, un token Blood, ça dit... en gros, ça vous permet de payer un sang gratuitement, quand vous voulez, pour une carte. Voilà, et après, le token, il est utilisé. Et quand ça arrive, ça tuto une carte qui coûte de l'énergie. Et ça, c'est sacrément fort, les tutos. Vous commencez à savoir comment ça marche, les jeux de cartes, je vais pas vous l'apprendre. La Magpie, c'est très fort. La Pie, la inscription, c'est très fort. Et Démonic Tutor à Magic, c'est très fort aussi. Donc, voilà. Donc, la Terrible Goose, l'idée, c'est d'avoir un deck sans contrôle. Donc, on va utiliser les éléments de contrôle que vous connaissez maintenant, le B33 Bomber, la Mythis Bomb, la grosse Vrasse, voilà. Et on va avoir Urobot, évidemment. Parce que c'est super à sacrifier, Urobot. Et évidemment, on a tout un côté... sans contrôle. Donc on va se retrouver avec l'Amigal qui fait Scry. Alors je rappelle l'inscription, Scry c'est un pondeur. C'est-à-dire en fait on regarde 3 et on pioche une carte. Donc on regarde les 3 cartes du deck, on en met autant qu'on veut en dessous du deck, on peut remettre les autres au-dessus dans l'ordre qu'on veut et on pioche 1. Donc c'est plutôt vachement bien pour ce qu'il y a à venir. Et du coup, comme elle est jouée dans Blood Waterfall, mais c'est aussi un kill de midrange, parce qu'en contrôle c'est vachement bien aussi d'avoir un kill qui te fait piocher, donc c'est un des meilleurs kills du jeu, mais on va avoir tous les éléments de contrôle aussi sans, donc Pierre et Marie, les fameux avec la radioactivité. Donc on a des éléments du deck radioactif, mais pas tout, il n'y a pas la bombe atomique et tout, il n'y a que lui et l'autre. Et on va se retrouver avec des éléments du deck Blood Waterfall, avec la Black Goat qui va faire évidemment 300, et je crois que c'est un des seuls jeux qui joue la vache. Parce qu'à la fin du tour, les cartes adjacentes gagnent 1 health, donc 1 d'endurance. Je suis pas sûr que ce soit un play qui va rester jusqu'à la fin, mais c'est chouette de mettre la meumeu. Pourquoi ? Parce qu'on a le panda, qui est aussi une des rares cartes sans, qui peut être aggro et contrôle, donc c'est une très bonne carte midrange, on peut la retrouver dans des aggros, dans des contrôles. Et le panda, il dit à la fin du tour, une carte gagne 1 d'endurance et une autre carte gagne plus 1 de force. Enfin, une autre carte, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que le panda il gagne plus 1, vous pouvez mettre plus 1 une autre bête, ou plus 1 de force à droite, plus 1 de force à gauche, enfin plus 1 d'endurance à gauche, donc c'est très fort, pour un saint c'est très fort. Le Zen Panda, à mon avis, ça va être une carte qui va être terriblement forte, peut-être qu'il faudra la nerfer de 1, mais pour l'instant je la laisse comme ça parce que Blood midrange pue la merde. Et c'est un des rares decks où on va jouer la Magpie Queen, la reine des
les Magpie, qui est une des toutes premières cartes que j'avais designées, c'est pour ça que le dessin est pas en pixel art, hein, c'est un vieux dessin que j'avais trouvé, je sais pas où, sur internet. Et en gros, elle vous donne la bénédiction de Leshy, qui dit qu'à chaque fois que vous piochez, à la place, vous tuto. Vous faites un tuto, donc c'est vachement fort, parce qu'on a un tuto en début de chaque tour, et chaque draw supplémentaire, en fait, c'est un tuto. Donc ça peut être un kill à elle toute seule. C'est pour ça que pour 300, elle est un peu faible, un 5 vol. Mais voilà, elle met un petit point, elle bloque bien, et elle fait des draws monstrueuses. Donc c'est vraiment un des pivots du deck. Et on la retrouve quasiment que dans ce deck-là, que dans 100 contrôle. Parce que 100, en général, c'est plutôt aggro. Hein. Donc voilà. Les mid-bots, les gift-bots pour piocher des cartes, hein, pour faire des combos sur la Magpie Queen, pour piocher, voilà. On a aussi le pack rat, hein, qui est rare à jouer, mais du coup, comme il peut être joué pour un 100 grâce à la carte qui parle, et qu'on a plein de trucs qui vont réduire les 100, et ben c'est chouette, parce qu'il pioche, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est cool, et on a évidemment un mutant, qui est un kill de contrôle aussi, hein, qu'on jouait dans le deck Bastillon, en rampant l'énergie et en le transformant. Mais là on joue le mi-temps vanilla directement, pas besoin de passer par l'addict qui est pour un sens celui qui évolue en mutant, on va jouer directement le mutant à 7 et on paye 3 max énergie et on inflige des blessures à des cartes. Parce qu'une fois que l'énergie on l'a utilisée qu'on est à 6, bah ça sert plus à rien. On a que Ouroboros, enfin Urobot, et du coup on a le temps d'attendre. Et évidemment un petit Ouroboros, ça fait toujours plaisir de pouvoir le sacrifier pour jouer un truc, pour resacrifier pour le remettre, enfin il y a plein de combos. Et enfin on a lui qui est une carte pas ouf, mais qui peut être sympa, parce qu'en fait, il aide, c'est un kill qui aide les autres kills à venir, donc on peut flood le board, et il a besoin d'endurance, mais ça tombe bien, parce qu'on a ça et ça qui donnent de l'endurance, donc voilà, le deck combo. Et après, on a tout le good stuff os pour piocher. Pas de dead end, si, une dead end, j'allais dire n'importe quoi, mais voilà, la draw va changer, c'est plus la draw à 5 et à 5, c'est 3 et 4 maintenant, le Necro-Razor et le record player, donc voilà, c'est un très bon deck, plutôt chouette et très agréable à jouer. On a sa version tier 1, donc ça c'est un tier 2, c'est pas mal, hein, on a vu midrange control, hein, donc ça joue les Lil Frog hein, en side deck pour bloquer tout simplement, et qui peuvent être sacrifiés. Et on a la version Splash Green, qui est terriblement forte, mais terriblement forte. Allez, ce deck me terrifie, je l'ai nerfé déjà 2 fois, et ça me terrifie quand même. Donc on a là on peut jouer d'ailleurs un des rares decks, on va jouer le Beerber, hein, qui est un gros kill pour 300 et un vert, hein, qui a été design pas spécifiquement pour ce deck, mais pour le sans contrôle en fait, ce qui est plutôt rare. Et ça tombe bien parce que bah, du coup ça fait une grosse lune qui tape à 2 sur chaque case, donc ça fait 2, 2, 2, 2, donc il tape à 8, ce qui est vachement fort. Mais bon, v'là le coup aussi, il faut un diamant et 300, ce qui est pas évident à avoir. Un émerald et 300, donc j'ai plus en français émerald, une émeraude, pardon, excusez-moi, un émeraude mox. On va voir le Sunbeer qui a un meilleur kill. Alors je sais pas pourquoi je le joue pas dans l'autre parce que c'est vachement bien, mais c'est une idée. Parce que j'ai plus travaillé sur ce deck que sur l'autre en fait. On a le Rollerian qui donne un green gem. Voilà, donc il taunt, donc lui il va protéger en plus les kills, donc ça c'est vachement fort. Et on a la carte qui fait que tout ceci devient possible, qui lui, voilà, il a été modifié en Blood Token, parce qu'avant ça réduisait le coût de 100 d'une carte. Donc c'était juste abusé, parce qu'Ouroboros il était à 0,100 et on jouait pour 0, c'était n'importe quoi. Donc voilà, ça a été bêta test, ça a été changé parce que j'avais mal rédigé le sigil. Et en fait le Blood Generator c'est super fort parce que ça donne une Green Gem pour de l'énergie et de la Blood Battery. Donc ça donne du sang et de la gemme, donc c'est parfait pour de l'énergie. C'est très exactement ce qu'on veut et c'est le pivot de ce deck là. Parce que l'énergie c'est assez facile à mettre et du coup bah, on va gagner des 100 pour payer les 100 moins cher et du vert pour pouvoir jouer les cartes vertes. Donc ça c'est vraiment une carte qui est terriblement forte. J'hésite à la mettre 0,2 parce qu'avant elle était 0,5 et on m'a dit t'as pété un câble, en fait il faut à un moment donné pouvoir attaquer la ressource du deck contrôle et j'ai dit oui. Et voilà. Et du coup le Blue Generator il est en 0,3, peut-être un jour il sera 0,2 si le deck est trop fort. Mais voilà, mais du coup on va pouvoir jouer ces fameuses cartes 100 et Emerald là, hein, qu'on a, qui sont bicou et qui sont chouettes. Donc je pense que ce deck peut encore être amélioré. Et voilà, on va avoir pareil des Zen Panda, mais cette fois-ci pour détruire une gemme. Alors ça, il vous faut une gemme verte, hein, vous pouvez pas sacrifier votre Blue Generator ou votre Leprechaun là pour générer cette gemme verte. Ce qui est con d'ailleurs, puisqu'on joue pas de gemme verte. Je viens de me rendre compte qu'il y a un problème dans ce deck. Parce que justement, normalement, cette règle, elle dit justement, vous devez sacrifier un Mox. Shatter un Mox, et pas Shatter un truc qui produit un Mox. Donc lui, il ne peut pas être joué dans ce deck. C'est dommage parce que c'est un bon pivot. Enfin bref, bon voilà, soit une erreur de design, soit une erreur de carte à jouer dans ce deck. Ça arrive hein, quand on regarde les decks. Mais surtout, voilà, on va avoir le Bloodbender qui est terriblement fort. Ou on va avoir l'Electrogenesis qui est le sigil le plus fort en fait pour le Blood. Et c'est pour ça qu'on veut jouer vert. Qui dit on paye 2 énergies, on ajoute un Blood Token. Et on peut le faire une fois par tour. Et en fait, c'est fort, en fait, d'avoir un sang gratuit à tous les tours. Je me demande même si on devrait pas payer 2 max énergie, parce que
parce que juste payer 2 énergies, c'est vraiment gratuit. Ou peut-être faire plus d'énergie, payer 3 ou 4 énergies, mais en tout cas voilà. Et ce qui est bien, c'est que lui, on peut sacrifier les Mox cartes pour du Blood. Bon, on joue pas de Mox cartes, mais ça pète. Peut-être que ça. En fait, peut-être que tout simplement, ce jeu, il veut jouer ça. Et voilà, donc on a plein de trucs avec l'électrogenésis parce que c'est un super sigil. Donc ce deck est très fort, vraiment, il est tier 1, mais haut du tier 1. Notamment à cause de l'électrogenésis. Pourquoi il y a 2 plasma Jimmy? Bon, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes de construction aussi parce que c'est le dernier deck que j'ai fait. Mais voilà. L'idée, c'est que ce deck est très fort et on joue évidemment avec la Blood Bank hein, qui est super forte parce qu'elle peut permettre de faire sacrifier pour 300, puis pour 200, puis pour 100, ce qui est vraiment, vraiment très très fort. Je me demande d'ailleurs si elle devrait pas avoir un autre sigil ou si elle devrait pas être... juste 0-2 ou quoi, mais bon, enfin bref, c'est à réfléchir, mais le deck est très 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 fort. Encore le sang qui domine, hein, mais là c'est du sang contrôle, et du coup c'est chouette. Donc il y a un peu moins de kills que dans l'autre, hein, comme vous pouvez le remarquer, mais c'est quand même bien chouette, c'est quand même bien chouette. Le deck est quand même bien chouette. C'est très fun à jouer, parce que du coup vous devez jouer alterner entre les 3 ressources, entre l'énergie pour contrôler et pour avoir du sang avec l'électrogenésis, entre le sang pour pouvoir jouer des kills, et la gemme verte qui va venir faire des pivots autour. Donc c'est un deck qui est quand même assez difficile à jouer en fait. C'est un tier 1 parce que le deck a beaucoup de potentiel, mais il est dur à jouer, il y a beaucoup de tutos, hein. Il y a Magpie et Magpie Queen, il perd contre contrôle, hein. C'est un deck qui perd contre contrôle parce qu'une fois que vous avez joué votre kill, les kills sont pas non plus monstrueux, ça reste un mid-range, hein, vous voyez, c'est M pour mid-range. Ça veut dire que vous n'êtes pas hard control, vous tombez contre un hard control comme le deck radioactif là, avec la bombe atomique et tout, qui vous rase le board, bah ça va être compliqué de contrôler le contrôle d'en face, voilà. C'est pour ça qu'on a du sideboard qui va contrôler le contrôle d'en face. Mais c'est intéressant, le deck est très intéressant, et ça tue le contrôle d'en face, c'est un des gros arguments de ce jeu. Et du coup c'est chouette, donc un Terrible Goose joue ce concept là, donc c'est un nouveau deck, donc il y a je pense plein de modifications à faire, déjà pas 2 plasma Jimmy, parce que c'est des rares, what the fuck, je sais pas ce que j'ai branlé, mais voilà, et je pense que c'est un des decks qui pourrait se faire nerf un jour, parce qu'il est vraiment fort. Donc c'est un deck qu'on n'a pas testé, enfin pas beaucoup testé, parce que c'est un des derniers decks qui a été ajouté. Kai'Si Freeze. Alors, là on est dans du contrôle, mais on est dans du contrôle de merde. J'ai essayé de jouer autour de... je vous annonce, hein, c'est du bronze, hein, c'est du tier 3. Parce que j'ai essayé de jouer autour de Kai'Si Hobbs, qui dit qu'à chaque fois qu'une carte est jouée, elle a le Last Will. Donc ça froze tout le monde, ça transforme tout le monde en glace, hein, inspiré évidemment du magnifique Grimora's Mod. Et on a Last Will en bas, comme ça que vous avez l'explication du sigil. Ça dit quand elle meurt par une carte de l'adversaire, d'accord? Donc vous pouvez pas vous la tuer tout seul. Vous pouvez jouer n'importe quelle carte de votre deck. Donc évidemment, bah, on a les plus gros kills du format. Hein. Et l'idée, c'est que l'adversaire, vous faites un board glacé dans le temps, et vous attendez que votre adversaire, il vous tape. Alors l'adversaire, vous me dites, mais il va jamais taper l'adversaire. Oui, mais du coup, c'est bien. Du coup, vous menacez l'adversaire à jamais taper, et après, vous pouvez le tuer à la meule, vous pouvez le tuer voilà, en faisant des gros os, et si le mec décide de pas vous taper, bah, vous lui hardcastez ça, parce que vous avez un peu de rampe pour pouvoir jouer ça à 12 os, en fait, voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se faire tuer ses bêtes, voilà, il vous en a un peu de meule pour meuler le deck en face, au cas où, pour lui enlever ses kills, et on a 3 kills, évidemment, au cas où, si le mec, lui, joue son archiviste, bah, il nous reste quand même des kills dans le deck qu'on peut rejouer. Peut-être faudrait mettre un petit réanimateur, voilà, on a un bon lord, hein. Alors il est plus 11-11, il est 7-11, parce que ça faisait ça faisait FTK sur la Made Goat, donc on l'a un peu nerf, parce que 7, du coup, ça fait, si t'arrives à le faire tour 1, c'est quand même chaud, faut vraiment la main parfaite, et tu mets 7 points, voilà, ça tue pas le mec sur FTK, t'as pris 11, c'est marrant. Voilà, mais bon, effectivement, le mec après est quand même dans la merde parce qu'il prend pas Explobot, enfin bref, ça reste quand même un sacré kill à mettre tout. Et on a l'œuf curieux qui peut se transformer en une carte de votre deck. Du coup, comme on joue des kills de ouf, bah si le mec à un moment il attaque pas, il se dit, bon, ça va, le mec il attaquera jamais, vous arrivez à lui ouvrir son board ou à lui baiser un peu ses ressources et vous avez l'œuf qui vient finir le boule. Voilà. Donc c'est plutôt sympa et on a des Young Staff qui peuvent se transformer en mecs qui ont le Last Will aussi, la dernière volonté. Et évidemment, voilà, on a la petite mécanique Reanimator dans le squelette de l'opéra qui est vraiment très très fort avec la Deception, où vous avez une chance de faire du Reanimator. Il y a l'Amib qui peut récupérer le Last Will d'un lui là, ou d'un Bagujin, voilà. Par exemple, si vous donnez les sigils à l'Amib, bah c'est stylé quoi. Même ça, si vous donnez ces sigils à l'Amib, c'est un peu chouette. Voilà, donc ce deck est sympa, sans plus, il tank, il bloque, c'est rigolo. La faiblesse de ce deck, ah oui, on va jouer la Sick Mule, c'est le seul deck où on joue ça, c'est-à-dire si l'adversaire il vous tape et que ça meurt, enfin elle quand elle meurt par une carte de l'adversaire, vous piochez 3 cartes, donc c'est un peu rigolo. Mais du coup, la faiblesse de ce deck, bah, c'est le vol. D'ailleurs, je vois que j'ai mal faite la Sick Mule, j'ai dû la refaire, je pense. Il y a encore du marron. Parce que si le mec il joue vol, bah vous avez perdu. Bah oui, parce que vous essayez de bloquer au sol et le mec il fait oh bah je vole. C'est pour ça qu'on va avoir des plasma Jimmy et des DCA en side. La DCA, je rappelle, hein, qui est la meilleure carte anti-vol.
qui est pas dans le side, parce que j'ai créé ce deck avant que la DCA existe. Enfin bref, en gros, c'est un truc qui dit vous tirez sur les cartes en bleu. Ok, là, on arrive, voilà, bon, voilà, jusque-là, c'était l'intro. Là, on va arriver sur mes chouchous, mes petits préférés. Et parce que c'était mon deck préféré, évidemment, il a été beaucoup trop fort. Évidemment, il est dans le Wall of Fame, Leap Madness, parce que j'ai craqué. J'ai complètement craqué sur les leaps. Ça m'a fait beaucoup trop rire, les leaps, et j'ai créé un scénario derrière les leaps. C'est qu'en fait, j'ai créé un scénario derrière ce format. C'est-à-dire, il y a un scénario, il y a un texte d'ambiance, il y a une identité, les cartes ont une identité, parce qu'il y a un scénario. En fait, ce format, c'est le passé d'inscription. Où en fait, il y avait 6 couleurs de mage. D'ailleurs, c'est pour ça que les violets rouges, jaunes n'existent plus. Parce que, du coup, il y a eu un uprising, une révolte de ces couleurs-là. Et eux, ils étaient basés sur le fait de détruire leur mox. Donc, bah, à la fin, ils se sont retrouvés sans mox, et puis voilà. C'était comme des cons. Mais c'est les scribes qui ont gagné face aux habitants du monde d'inscription, en fait, en développant leur pouvoir. Et dans mon scénario, c'est pour ça que les scribes ont développé leur pouvoir, pour baiser la gueule du monde dans lequel ils sont arrivés. En faisant de la magie noire grâce à All Data. Hein, vous voyez, ouais, je suis allé loin dans ce format. Et du coup, dans une petite entreprise, parce que quand PO3 il est arrivé, il a commencé à créer des leaps, il a commencé à créer n'importe quoi pour prendre le pouvoir. Ils étaient en guerre, vous voyez. Et en fait, dans une de ces usines, il y a eu le Leapbot Neo qui est sorti de la matrice. Et il y a un Leap God, vous allez voir. C'est un dieu des leaps. En fait, les Leapbots m'ont fait beaucoup trop rire. Et je voulais faire un deck autour du thème des leaps. Et parce que la communauté avait commencé à le faire, mais je trouvais que c'était pas assez tribal et pas assez marrant, et du coup j'ai fait des trucs complètement cons avec les leaps. Et on y va dans le meilleur. Alors les deux sont tier 1, hein, excusez-moi, je place mes chouchous, mais bon, le deck a été nerf à l'infini, donc ça reste un excellent deck midrange. Ouais, lui c'est contrôle et lui c'est midrange, et c'est des excellents decks quoi qu'il arrive. Donc on a le Leap God, qui coûtait 4 à l'époque, je sais pas ce qu'il m'a pris. Déjà pour 5 Energy Crush c'est craqué, je pense qu'il devrait être 3-7 et pas 4-7, enfin bref. Peut-être un jour on le renerfera, parce qu'il dit en fait il a tous les sigils de tous les leaps au cimetière. Donc en fait ça joue aussi autour des sigils, ce qui est un des archétypes les plus marrants à jouer en vrai. Donc le deck est très marrant à jouer. Comme c'est d'énergie, vous pouvez toujours jouer. Le deck met pas des grosses claques, à part en la personne du Leap God, évidemment. Et c'est vachement fun, parce que du coup on a Neo, voilà, qui a la trousse, il a la vérité, donc il pique les boosts des autres cartes sur le board. Et ce qui est rigolo, c'est que contrairement aux autres cartes qui ont la trousse, bah, la truth, la vérité, et bah pour le coup, Leap Dir, voilà, par exemple, lui il va booster les autres leaps, carrément. Donc c'est du tribal gobelin en fait, mais en contrôle, ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros les cartes se boostent les unes les autres, on a des lords, hein, ce qu'on appelle des lords à Magic, c'est-à-dire des cartes qui vont donner +1/+1 à un type de créature. Par exemple les ondins, les gobelins, les chevaliers. Et Leap Dir, lui, il va donner +1/+1 au Leapbot. Je voulais pas trop faire des mécaniques tribales, c'est-à-dire notamment autour des tribus d'animaux, parce qu'Inscription se démarque bien par ses tribus. Et je voulais pas faire un truc comme tous les TCG, mais je me suis dit, allez, pour une tribu, c'est les Leapbots, c'est rigolo, ça rappellera au joueur de Magic que c'est marrant de jouer tribal. Et c'est pas genre overrun, c'est pas genre, on met plein de leaders et on tape comme un con. Non, c'est vraiment plus rigolo que ça. Lui, il est là vraiment pour booster de temps en temps, pour mettre des petites sauces. On a le Leap Producer, qui lui se balade tour 1, c'est votre meilleur tour 1. Et en fait, il se balade et on joue un Leapbot depuis le side deck, et voilà. Et du coup, il crée des Leapbots à l'infini, ce qui fait que ça bloque super bien. Et en fait, après, plus on a des Leapbots au cimetière, plus on va avoir... Il est où le Vengeur, je crois que c'est... alors lui, il est incroyable, ils sont trop bien. Les illustrations sont monstrueuses, mais je voulais vous chercher... le mercenaire, non, le mercenaire, lui, il peut être joué dans tous les decks, il augmente de 1 la force de toutes les cartes qui ont 1 de base strength, donc c'est plutôt sympa. Il est 1-4, donc il est bien tanky, mais je les joue pas, je crois. Je crois que je joue que dans la version midrange. Enfin bref. En tout cas, c'est sympa, parce que dans le deck contrôle, ça vous fait des bloqueurs. On a le Vengeful Leap à la Max Payne, avec le Bullet Time qui se jette au ralenti, qui tire des balles, comme ça, c'est trop bien. C'est un des meilleurs leaps, en plus, parce que le Bullet Time, juste comme ça, sur une carte énergie, c'est super fort. En fait, ce qui est excellent avec les leaps, c'est qu'ils peuvent être joués en tribal, mais comme ils sont forts en eux-mêmes, ils peuvent être joués dans plein de decks. Donc en fait, on les retrouve un peu partout. Et en fait, dans le scénario, il y a eu un uprising. Donc en fait, en gros, il y a le Leap God. En fait, les leaps, ils se sont mis à faire une religion. Donc on a même des leap worshippers qui sont là. Non, Leap Pile, c'est celui qui va augmenter. On a un leap worshipper, je crois que c'est que dans le deck midrange. Enfin, ouais, bref, on a des moines qui prient leur dieu machine. Donc évidemment, ça a une petite référence à l'Omni-Messie, l'empereur dieu de l'humanité. Enfin... Quand sait-on, mais des technogures de Mars, de Warhammer 40 000, enfin bref, ça me fait beaucoup trop rire, et ça c'est la saloperie qu'il y a dans Mars, quoi, voilà, dans l'idée. Et même si, dans le lore de 40 000, on pense que dans Mars, il y a plutôt un Cthulhu, vu que les Nécrons ont essayé de
choper Mars. Bref, on s'en bat les couilles. Mais pour les fans de 40 000, sachez-le. Et du coup, on a Neo qui est sorti de la matrice et qui a guidé les, les Leap vers un avenir de saut. Parce qu'en fait, Leap ça veut dire saut en anglais. Et en fait, leur délire, c'est juste ils sautent et lui, tu vois, il ne se contente plus juste de sauter dans les problèmes. Il a vu le futur. Enfin bref, il y a tout un petit scénario que je me suis créé dans ma tête et qui apparaît sur le texte d'ambiance qui est super marrant. Voilà. Et du coup, bah, le deck, après, c'est du gros contrôle énergie, hein, comme d'hab, mais où on va jouer plus tribal. Donc on va jouer plus des petites bêtes, on va bloquer le board jusqu'à l'arrivée du dieu qui va mettre un peu fin à la partie. Avec ces Leap bots là qui vont déployer des Leap bots de chaque côté, qui sont en titane, donc qui résistent aux radiations, au cas où si vous prenez Atomic Control ou si vous avez un autre contrôle. Donc c'est un deck qui est très fort contre un contrôle, c'est pas mal contre les autres decks contrôle, hein, vraiment. C'est fort contre aggro, parce que vous jouez à tous les tours avec l'énergie, vous avez quand même des outils de contrôle, hein, évidemment on retrouve le fameux Béton 3, B35 Bomber, hein, qui est quasiment dans tous les decks, hein, parce que c'est trop fort. Et un petit plasma Jimmy pour l'énergie, tout ça, enfin bref. Évidemment, on a le Rorcal hein, pour ramper un peu d'énergie, donc c'est chouette. On a le Curve Hopper, parce que c'est quand même assez fort, et voilà. Et on a le Numérator qui aussi, lui, booste toutes les cartes qui ont un numéro sur le champ de bataille dans leur nom. Donc ça, c'est rigolo aussi, c'est une mécanique un peu marrante. Voilà. On va passer vite sur le deck midrange, donc là, il y a le Libot Neo qui se retrouve en side, hein, parce qu'il coûte 6 énergies quand même. Et là, on est sur du midrange, donc là, on va jouer plutôt sur le tribal aggro, hein, avec l'automation Warrior qui augmente les cartes de 1. Alors, il est plus comme ça, hein, il a perdu... c'est une 1-1 maintenant, parce qu'il... C'était invincible, parce qu'il réduit les dégâts que toutes vos cartes qui ont 1 de force prend, et il donne 1+1 de force à tous ceux qui ont 1 de force, et les Leap ont souvent 1 de force en fait, hein, de base. Et on va avoir le fameux Leap Avenger, où lui pour le coup, sa force est égale à la moitié de vos Leap cartes au cimetière. Donc en fait là, les reproducteurs sont cool, parce qu'ils vous permettent de mettre plus de Leap cartes dans votre cimetière, tout ça et tout. Enfin, c'est vachement sympa. On a le Scoper, tout ça et tout, et enfin du coup c'est fun. Voilà. Et l'automation aussi, voilà. Donc là, on est plutôt sur un plan de jeu où on va, avec l'offense upgrade, on va augmenter la force de tout le monde, on va essayer de bourrer en midrange, et on a quand même des gros kills. Ah, je vous ai pas présenté la catapulte, je vous ai pas présenté la meilleure carte des Leap, ma préférée, elle est trop forte. C'était une commune à l'époque dans le deck, c'était abusé, c'est tellement fort. Donc tu défausses un Leap de ta main, et t'infliges 3 blessures à n'importe quelle carte. Donc ça farm ton Leap God, ça farm ton Vengeful qui égale le nombre de Leap au cimetière. Il a le taunt, donc en plus ça... ça protège les autres Leap à côté. Enfin, on peut vraiment faire des dingueries. Quand la Leap catapulte elle arrive, c'est souvent une condition de victoire, ce qu'on appelle une win con. Enfin, bref, c'est trop fort. Et le texte d'ambiance, Wanna Leap Further, genre est-ce que vous voulez sauter plus loin, et du coup tu catapultes le Leap Ball dans la gueule du mec. Alors c'est pas des foudres, hein, ça va pas face, hein, faut pas déconner. C'est une carte. Mais bon, c'est très rigolo, c'est très joué. Donc voilà. Et puis voilà, on a les petits Stompy hein, qui ont l'impaling pour donner une impaling au Leap God. Et puis c'est sympa hein, de impaling quand on commence à jouer aggro. Je pense qu'il y a un deck full aggro qui peut exister, mais je l'ai pas monté. Je l'ai monté vraiment contrôle midrange, mais je pense que ça peut exister full aggro. Et on a le Worshipper, donc je vous parlais, le moine qui va chercher des cartes depuis le side deck. Et du coup, ça vous permet d'avoir des Leap dans la main qui combo bien avec la catapulte et tout. Enfin bref, c'est plutôt rigolo. Le deck est vraiment fun à jouer. Il est pas frustrant pour l'adversaire parce que vous avez affaire à un deck midrange qui est pas abusé, ouais, avec un petit sniper, list, scoper, tout ça et tout. Et en vrai, il y a des contres, genre ce deck se fait défoncer contre combo. Enfin voilà, il y a plein de trucs. C'est un très bon deck, c'est un tier 1, au début de l'entrée de tier 1, qui est pas abusé et qui en fait fonctionne terriblement bien et qui est très drôle à jouer. Voilà. Donc ça, c'est pour le deck Leap, mes chouchous. Le crew! Le crew ne mourra jamais. Alors pourquoi je l'ai appelé le crew? Parce que c'est un deck pirate. Je vous l'avais déjà présenté, il me semble, dans la dernière vidéo quand je vous parlais de crew brittle. Bon, en gros, c'est un deck pirate. Je le fais rapidement, hein, celui-là. Où vous allez jouer voilà, sur Royal et c'est assez chouette. Et puis bon, voilà, c'est un deck pirate, un peu plus contrôle, où vraiment vous jouez autour du crew member. Ensuite, on a Love Explosion. Et celui-là, il est dédié à mon petit Ilyes, qui est un de mes bêta-testeurs avec qui on a pas mal joué, surtout au début du format, avec qui on a fait beaucoup de Bropossum. Et c'est un deck de Bropossum qui a été adapté. Et le titre est assez je pense... j'ai oublié le mot. Évocateur. On va tout faire péter. Donc on joue des Blood Explobots, donc c'est des Explobots qu'on peut sacrifier pour 3 énergies. On joue aussi les Explobots de base, qui eux sont bloodless, mais qu'on peut faire péter. On va jouer la Mine Turtle, parce que j'ai créé la Mine Turtle. Hello! Hello, Mine Turtle. Oh. Et elle est pas encore là-dedans, parce qu'elle est dans les cartes qui viennent d'arriver, mais voilà. Du coup on va prendre le Pumpkin King. Bizarre hein, dans un deck explosion, parce que on pourrait se le faire péter, mais l'idée c'est de sacrifier ces explobots et se les faire péter, et on va jouer avec le combo, ah voilà, c'est pour ça qu'on joue ça.
on joue lui avec le combo avec la carte qui parle, qui est un des seuls decks où on joue The Lover. Pour ça, Love Explosion. Parce que The Lover, c'est une des cartes qui parle que j'aime beaucoup. Donc il peut pas être marteau, il peut pas être sacrifié, et quand il meurt, il fait change-cœur. Donc quand il meurt en ayant 0 d'endurance. Maintenant, j'ai mis dans les règles que Perish c'est avoir 0 d'endurance, donc on pourrait enlever ça, mais en gros il fait change-cœur à Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire il prend le contrôle d'une carte en face et vous la jouez sur n'importe quel espace de votre board. Donc c'est assez pété. C'est la seule carte qui fait ça dans toute inscription, parce que c'est juste bien trop fort. C'est une carte qui parle qui est 0-1 pour 5 os, donc c'est pas rien non plus. Mais genre juste faire plus 1/-1. Faire le crochet du pêcheur, vous savez tous que c'est incroyablement fort. Tous ceux qui ont joué au Crisis Mode le savent d'autant plus que les autres. Le crochet c'est pété. Voilà. Donc piquer une carte à votre adversaire en PvP, c'est juste absolument monstrueux. Donc c'est pour ça qu'il est dur à jouer, parce qu'il peut pas être joué dans tous les decks, mais du coup à côté d'un Explobot, à côté de ça, c'est trop bien. Et si vous arrivez à faire ça sur la carte qui parle, bah du coup vous pétez votre carte qui parle en ayant 0 R. Parce que ça met 10 dégâts, il me semble, toujours, voilà. Et en gros, vous pouvez voler la carte. Donc ça, c'est vraiment cheaté. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit sacrifié sur cette carte. Il y a écrit 10 damage, parce qu'il y a plein de combos avec les 10 damage. Et avec cette carte-là en particulier. Et voilà. Mais du coup, après, bah, c'est que des trucs qui pètent. Voilà, c'est un deck full contrôle, où on pète le board de l'adversaire. On joue même la Vras commune pour 5. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et évidemment, un petit Ourobot, hein, c'est toujours rigolo de le faire péter, qu'il revienne en main, de le faire farmer. Voilà, donc c'est après un petit peu de rampe pour des Reapers, un petit peu d'os pour contrôle, voilà. Deck très sympa. Magia Vu Value, alors ça c'est vraiment un saucisson ce deck. Genre, c'est la saucisse, la fête à la merguez, comme on dit. Je sais pas si je vous présente. L'idée c'est de jouer sur elle, qui dit elle a un ETB qui se double. Et en fait l'idée c'est on va jouer sur le Magia Vu, il est où ce con ? Il est où ce con? Le mage à vue il est là. Qui dit les sigils arrivent en jeu se trigger 2 fois. Donc j'ai essayé de faire un deck autour parce que ça a l'air fort. Donc il y a plein de trucs qui font la divination, qui font le tuto des gemmes. Donc c'est un deck de value. On va essayer de faire de la value. Le problème c'est qu'il n'y a pas de kill. Enfin si, il y a les bestioles là. Qui sont très très fortes d'ailleurs. Je sais pas si elles vont pas être nerfées. Mais bref, pour le coup, voilà, c'est vraiment juste pour jouer parce qu'il y a cette carte qui est très forte en combo avec cette carte. Donc vous jouez ça. Qui coûte horriblement cher, vous jouez lui, il arrive, vous piochez 2 cartes, vous êtes content, vous avez 15 cartes en main, vous pouvez rien en faire, et vous mourrez dans votre chiasse. Mais je pense qu'il y a un monde dans lequel on peut en faire un deck potable. Mais voilà, je pense qu'il faut l'améliorer. Magnificus Vengeance, là on rentre dans un de mes decks préférés, si ce n'est mon deck préféré avec les lips. Un des tout premiers decks que j'ai design sur Bropossum. C'est un deck, donc bleu-vert midrange. Avec du ramp os. Donc en fait, c'est vraiment un deck Bropossum, bon, avec des trucs un peu plus forts, mais tourné autour de Master Blin, évidemment, pour piocher 3 cartes. La carte qui parle, c'est elle, le Magic Mushroom, qui est sympa, elle a égal nombre de gemmes Provided, donc elle a le True Gem Powered, même si j'ai pas pu changer vraiment le sigil, parce que j'ai pas le accès aux illustrations, on va voir, il faudrait que je m'en occupe. Et quand elle est cherchée, on va chercher une gemme et on la met, donc c'est une 0-4, donc un peu... Comme elle a déjà 2 couleurs, ça va être une 2-4 de base, elle va chercher un 3ème Mox, donc ça peut être une 3-4, c'est un gros deck de midrange, voilà. Et en fait, on midrange comme un porc, et on rampe, et on va jouer après avec les bonips, pour mettre full os dans les bonips et dans les gourmages. C'est le seul deck qui joue gourmage, où en fait, voilà, on va jouer rampe vers jouer les gourmages. Peut-être que gourmage pourrait être joué dans un deck violet-vert. Pour ramper grave et faire une 1000 avec tous les os qu'on a en réserve. Voilà, bref. Bon, sympa, mais sans plus. Enfin, le deck est bien, mais c'est pas si fort que ça. C'est pour ça que c'est un silver, parce que c'est quand même un vieux deck. On va arriver dans les decks qui sont les 2 dernières saucisses que j'ai à vous présenter, hein, c'est des tier 3. Et du coup, on va arrêter la vidéo là-dessus, mais ils sont sympas, parce que je pense qu'eux, ils ont du potentiel pour le coup. Même s'ils sont pas optimisés, parce qu'on n'a pas trop passé de temps là-dessus, ils sont très bien. Donc là, l'idée, c'est de jouer la Moon en carte qui parle, hein, donc c'est une 2-7 Omnistrike, et de faire en sorte qu'elle se fasse pas péter. Donc pour ça, on va jouer des cartes taunt, hein, comme lui, qui vont permettre de pas se faire attaquer. Donc il n'y a pas de gemme verte hein, dans ce deck, c'est vraiment taunt, et on veut empêcher l'adversaire de nous attaquer, et du coup on joue des horribles choses comme ça, et en fait c'est Blood Waterfall si vous voulez, mais avec du taunt pour protéger les kills. Et du coup on a des kills qui évoluent, comme le Dire Wolf qui est pas mal de base, et qui peut en plus évoluer en White Wolf, qui est 2-4 je crois pour 400, et du coup il évolue, et il a la double strike aussi, voilà, et on a une de mes cartes préférées, l'aristocrate rude.
Ah, il est très fashion. Hey, c'est pas sympa, les textes d'ambiance, voilà. Avec le taunt et le counter-strike. Donc quand il est tapé, il tape la carte qu'il a tapée. Enfin bref, c'est très fort. Je me demande si ça devrait pas être une rare, la rue d'aristocrate, parce qu'il est à l'origine de plein de combos. Et je me demande si taunt c'est pas plus fort que ce qu'on a imaginé. Et on n'a pas trop testé les decks taunt, je vous avouerai. Mais du coup, je pense que c'est fort. Je pense que rue d'aristocrate en particulier, c'est très fort, surtout pour que 2 os. Ça arrive assez vite, ça peut mettre des dégâts en Counter-Strike, enfin bref. C'est assez fun. C'est la carte qui fait que le deck peut être joué. Donc après, évidemment, on a tout le combo, Warren, Kat et tout. Je pense qu'il y a mieux maintenant que Kat et Child 13 pour mettre des Urayuli. Bon bref, il faudrait l'améliorer. Mais très 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 bien. Et enfin, on a le Orange Taunt, qui est à peu près le même concept, mais Splash Orange, où là en fait on va jouer donc le même pool de deck 100, vous voyez, mais avec des cartes un peu plus faibles, parce qu'on a moins de 100 à octroyer, parce qu'on joue pas complètement en 100 comme par rapport à Moon, et on va jouer l'Octopus, donc Death's Wanderer, qui a le Taunt pour 0, et c'est un 0,5 Taunt qui protège, donc c'est un deck on va essayer de jouer sur le Fledgling. Vous vous rappelez, vous avez déjà présenté un deck comme ça sur les cartes qui évoluent, qui se transforment en trucs plus forts, donc on va jouer tous ceux qui se transforment, qui sont pas mal, lui il peut se transformer en Grizzly, c'est assez fort. On a lui, bon, il se transforme, mais je pense qu'il y aurait mieux à jouer que ça. Le Direwolf Pup pour un 100 qui se transforme en Direwolf, puis qui se transforme en White Wolf, parce qu'il y a les 3 évolutions. On a l'œuf qui se transforme en une carte qu'on veut de notre deck, donc ça peut être sympa aussi. On a les rues d'aristocrate qui se retrouvent là. Enfin, et voilà. Et pourquoi Orange? Parce que dans Orange, il y a aussi des cartes de taunt qui sont vraiment bien, notamment le Practice Mage, qui est devenu pas mal avec le taunt. On avait vraiment envie de lui tirer dessus avec sa gueule de cible. Et, lui, le Ringworm, qui se transforme en Ouroboros. Voilà, donc c'est rigolo. C'est un des seuls moyens d'avoir 2 Ouroboros et de faire des combos infinis Ouroboros, le Ringworm. Bref. Mais bon, c'est pour le fun. C'est un deck pour le fun, il est pas opti, et je pense qu'il y aurait moyen à l'optimiser. Et le River Snapper qui a chopé le taunt aussi, qui a chopé Armored et taunt, ça en fait une vraie carte, parce que c'était vraiment de la merde River Snapper. Et voilà, donc on a les rues d'aristocrate évidemment et tout le pool taunt. Voilà, donc et la Strange Larva évidemment, parce qu'elle va grossir. On a fait le tour pour les decks d'aujourd'hui, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'essaie de faire assez vite, assez concis, en plus moi pour le montage ça m'aide. Et il nous reste, on a quasiment fini, il nous reste prochaine vidéo, on finira ça. Après il me restera quelques decks à vous présenter. Et enfin on fera une petite vidéo bonus sur le Wall of Fame, les decks ou de craquage, où j'ai littéralement craqué mon slip en designant des cartes, ça arrive, c'est comme ça quand on design des cartes, c'est des choses qui arrivent, et puis ça sera un peu rigolo de vous présenter ces 5 decks complètement cons. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vais vous faire la petite vidéo tuto pour que vous puissiez jouer à ce jeu, et on est de plus en plus à jouer à Ultimate. Donc j'ai réussi à convaincre des gens de jouer, donc il y a plein de gens qui l'ont installé, il y a plein de gens qui savent comment jouer, on n'attend plus que les joueurs pour que ça arrive. Donc je compte sur vous pour venir jouer à ce jeu, et je pense que je vais organiser un gros tournoi en décembre. Là je suis en train d'acheter des boosters inscriptions, des vrais boosters inscriptions en fait, parce que Devolver ils font ça, et c'est l'éditeur d'inscription, et je pense que ça va être un tournoi gratuit où il y aura quelques boosters inscriptions à gagner. Peut-être 6 boosters à inscription à gagner, genre 3 pour le premier, 2, 1 et 1, donc 7 boosters à gagner. Donc ça fait quand même 70 € qui seront financés par moi-même. Et je pense vous annoncer ça, si ma vie se calme, ce qui n'est pas trop le cas, j'aimerais bien faire le tournoi fin août. Mais à mon avis ce sera plutôt pour décembre prochain, ce qui laissera le temps aux gens de Theorycraft, de créer les trucs, et j'aimerais bien faire un gros événement, tournoi comme ça, voilà. Donc je vous lâche ça comme ça, mais il y aura d'autres grosses annonces et tout. Merci d'avoir regardé, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.